roman, Le rachat, du docteur Michel Tardy, qui est un médecin qui n'avait pas pensé écrire de roman avant. Ce qui l'a inspiré, c'est une histoire absolument fascinante qui m'a intéressé. Et le roman est sorti depuis quelques mois, mais moi, l'histoire me fascine. J'avais le goût de vous la partager avec lui-même, l'auteur Michel Tardy. Bienvenue. Bonjour, M. Dumont. L'histoire qui vous a amené à écrire un roman vous est venue d'une de vos patientes. Vous l'avez suivie en fin de vie, cette dame-là, une infirmière, mais qui avait été elle-même l'infirmière qui a accompagné Albert Einstein à la fin de sa vie. C'est exact. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est une dame que j'ai soignée. Elle avait 73 ans à l'époque. Et elle m'a fait part de ce fait qu'elle a été l'infirmière d'Einstein de 1952 à 1955. Elle m'a fait beaucoup de confidences. Elle m'a montré beaucoup de documents. On s'entend que... Parce qu'elle avait eu de la vraie proximité avec Albert Einstein. Ah, tout à fait. Tout à fait. Le mot... je dirais même une certaine promiscuité, pas au sens péjoratif du terme, mais elle l'aidait dans des choses, son primo vivere, le quotidien, voyez-vous. Bon. Et c'est pour ça qu'elle avait gardé ces souvenirs-là, qu'elle conservait jalousement. Elle avait même gardé dans son coffre à bijoux, je vous le donne en mille, une mèche de cheveux d'Einstein, presque vigoureuse finalement. Elle la caressait, et moi j'en ai conclu qu'elle était peut-être sûrement tombée en amour avec lui, bien que je ne peux pas... présumer. Voilà. Mais, à mon avis, Psychologie féminine 101, je ne connais pas de femme qui garde la mèche de cheveux d'un homme 40 ans ou 45 ans sans éprouver à son endroit un certain sentiment. Voilà. Et d'Einstein, elle avait gardé aussi un document, une lettre. Là, je vous arrête cependant. Cette lettre est une fiction. Et donc la lettre, c'est une fiction. Parce que moi, j'ai lu le roman, puis la monnaie, je sais plus moi-même où tracer la ligne entre la vérité et la fiction. Donc, eh bien, je vous en remercie. C'est le plus beau compliment que je peux faire. C'est le but de nous mêler. Non, pas du tout. C'est que non, mais je crois, mais de nous faire perdre le fil entre ce qui est réel et ce qui l'est pas. Donc la lettre, elle est pas réelle. C'est vous qui l'aviez inventée. C'est-à-dire la lettre qu'Einstein aurait écrite au général Eisenhower à l'époque est effectivement une fiction. J'ai fait un parallèle avec une lettre qui a bel et bien existé qu'Einstein avait écrit à Roosevelt avant la guerre. Juste avant, oui. Tout à fait. 39. Et c'est cette lettre qui a fait en sorte que l'Amérique a engagé des millions de dollars à l'époque dans le projet Manhattan, qui a conduit malheureusement à Hiroshima et Nagasaki. Bon. Et tout est là. Le roman s'appelle Le rachat, M. Dumont. Pourquoi? Ben, c'est justement parce qu'Einstein, après la guerre, son nom était associé à l'Holocauste atomique. Son nom était associé à l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki. Tout à fait. Et cette infirmière me dit à maintes reprises qu'Einstein, ce qui le rendait le plus triste à la fin de sa vie, c'est précisément cette perception que les gens avaient qu'il était le responsable de cette tuerie, parce que effectivement son équation E égale MC2 ouvrait la porte à la recherche sur... tout à fait. Bien que techniquement, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le cas. Oui, c'est cette équation-là qui a ouvert la porte à la découverte de l'arme la plus puissante depuis le feu par l'homme préhistorique, c'est-à-dire l'arme atomique. Voilà. Et donc, cette idée de rachat, qui est le titre du livre, mais cette idée d'Einstein qui finissait sa vie... finalement, un peu, pas dans la honte, mais dans un regret réel d'où sa science et son génie avaient poussé, là où ça avait amené l'humanité. Ça vous a conduit à bâtir une histoire fictive d'un rachat d'un Einstein qui aurait essayé de se racheter. Tout à fait. C'est-à-dire, à partir de ce noyau véritable, concret, réel, historique, moi, j'ai extrapolé. J'ai imaginé qu'Einstein avait écrit une deuxième lettre, outre, évidemment, cette fameuse lettre réelle à Roosevelt à l'époque. Une espèce de lettre de rachat. Voilà, tout à fait, où il voulait se racheter, je vous le donne en mille, aux yeux de l'humanité, à cause de cette perception qu'il voulait corriger. Et cette fois, il proposait à l'humanité une deuxième équation que l'humanité ne connaît pas, et sur laquelle mon héros tombe dans le coffre de cette infirmière. Elle avait gardé ce document jalousement, ne sachant pas son importance capitale.
Non pas parce qu'elle voulait subtiliser quoi que ce soit, mais parce qu'effectivement, elle voulait garder jalousement tout ce qui venait de l'homme qu'elle aimait. Voyez-vous? Et là, le roman part, et là, les Russes et les Américains, et tout le monde se bat pour la deuxième équation, là. Tout à fait, tout à fait. Et là, il y en a, les gens qui veulent en savoir plus doivent le lire, mais là, il y a même le Québec qui est là-dedans, Bernard Landry, des journalistes de la presse, Jean Chrétien. Il y a même M. Chrétien qui d'ailleurs m'a appelé à ce sujet et qui l'a trouvé extraordinaire. Ah oui? Ah, tout à fait. Et je le cite, croyez-moi. Lui, ce qui l'a frappé, c'était surtout l'acuité des relations entre les divers chefs d'État, voyez-vous, tels que décrit dans le livre, dont son amitié bien connue avec Bill Clinton. Voilà. Tonnerre de golf. C'est un peu comme si j'avais été présent lors de leur entretien, à telle enseigne que M. Chrétien m'a dit, Dr. Tardif, avec son accent coutumier, où avez-vous pêché tout ça? En d'autres termes, il était étonné. Mais je vous la pose la question, parce qu'effectivement, vous parlez des personnalités, des types de... C'est quoi, c'est votre instinct, en regardant ce qui sort publiquement, vous avez essayé de deviner comment ce qui devait être en privé entre eux, ces gens-là? Monsieur Dumont, vous êtes une bête politique. Alors moi, c'est pas péjoratif, loin de là. Hein? Bon, on se comprend. Oui, oui. Alors moi, que voulez-vous? Je suis une bête de recherche historique, une bête de trouvailles, hein? Pour justement essayer de décrire mon milieu. Bon. Et c'est en observant scrupuleusement tout ce qui se passe autour de moi que j'en suis arrivé à ces conclusions-là. Certaines sont sûrement erronées. Or, ici, du moins, c'est l'opinion de M. Chrétien et de plusieurs lecteurs, il semble que je suis tombé pile. Voilà. OK. Je vais revenir à l'infirmière. Oui. Vous êtes médecin? Oui. Bon, l'humanité est pleine d'histoires de vie complexes. Cette dame-là se retrouve au Québec. De quelle façon? Vous, ça fait quoi, une quinzaine d'années environ que vous avez eu à la soigner à la fin de sa vie? Tout à fait, tout à fait. Comment s'est retrouvé entre vos mains comme médecin soignant? Tout à fait. En capsule, M. Dumont. Je suis un gradué de l'Université McGill, OK? J'ai fait ma médecine là-bas. J'ai reçu un téléphone d'un de mes anciens patrons, Dr. Maury Gelfand, du Jewish General Hospital, et il me rendait un service bénin. Évidemment, je n'ai pas pu refuser à mon ancien patron de suivre une patiente qui était très chère à un de ses collègues américains et qui immigrait de Princeton au New Jersey, au Canada, plus précisément au Québec et à Laval. Or, c'est fortuit. J'étais le seul médecin que mon coloré collègue, Dr. Gelfand, connaissait à Laval. Il m'a demandé de m'en occuper. Quand vous passez un coup de fil, vous demande de vous en occuper. Voilà. À ce moment-là, vous savez pas exactement qui est cette dame-là. Absolument pas. C'est un nom sur une feuille, là. Tout à fait. C'était une patiente dont je devais m'occuper le mieux possible, comme toutes les patientes. Mais je n'avais aucune idée de ses antécédents. Puis comment vous a amené ça, fait pas dans vos consultations, comment vous a amené cette histoire de vie absolument extraordinaire, fascinante? Monsieur Dumont, ce n'est même pas ça. Je n'ai même pas ce mérite d'avoir extrait cette vérité de cette patiente. Elle m'a dit tout simplement dans mon histoire de cas, j'étais infirmière. Bon, moi je note infirmière. Or, après 2 ans environ de soins, elle m'a appelé avec une voix très faible et m'a demandé si je n'acceptais pas de lui rendre visite. Et j'ai dit, bon, je vais y aller. Elle fait pitié, elle était seule. Et j'ai dit, bon, je vais faire une visite à domicile, comme les médecins faisaient dans le bon vieux temps. Quand je suis arrivé chez elle... Il n'y en a plus beaucoup de ça aujourd'hui, là. Vous allez avoir des téléphones. Je vous en prie. Je suis arrivé chez elle, M. Dumont, je suis littéralement été estomaqué. Vraiment. Je suis tombé sur le parquet. C'est pas son appartement de vieille madame qui me fait réagir comme ça, avec les petits bonbons, les petits bibelots, tout ça. C'est qu'elle avait un piano droit, et sur le piano droit, M. Dumont, il y avait 2 photos très claires. Et on se comprend que cette vieille dame n'avait pas planté ces photos-là, ben j'y allais. Hein, c'est des souvenirs pour elle. Où on la voyait très bien, elle, avec sa coiffe d'infirmière à l'époque, hein, reculée plusieurs années, absolument. Avec sa cape, très, très clairement, et elle pousse quelqu'un dans une chaise roulante. Que vous avez reconnu. Ben, évidemment, qui ne reconnaîtrait pas Albert Einstein? Et c'est là que je me rappelais toujours de ses paroles. Elle était juive polonaise d'origine. Elle avait un accent slave très lourd et elle avait dit « Oh, wait, docteur ». Et elle a été vers son vaisselier. Elle y a sorti un coffre qui me semblait être un coffre à bijoux de femme. Et là, j'étais mal à l'aise. Je disais, voyons, je ne prendrai jamais
des bijoux d'une vieille dame parce que je lui ai rendu visite. À tout événement, on s'est assis à la table, elle a ouvert le coffre et il y avait quelques cossins de bijoux, mais c'était pas pour ça que vous l'avez venu montrer. Le coffre était plein, voilà, dont la mèche de cheveux, vous y êtes, très bien. Et en outre, de multiples papiers jaunis avec le temps, tous entourés avec des rubans, avec tellement de délicatesse, n'est-ce pas? Et qui contenaient effectivement des documents manuscrits de la main du célèbre homme. Qui étaient quoi, des notes personnelles qu'il lui écrivait à elle? Voilà, il faut comprendre, et après les avoir parcourus avec sa permission, qu'Einstein, comme vous et moi, n'a pas qu'écrit, si vous voulez, des documents officiels dramatiques. Il écrivait lui aussi, parfois, des réflexions, des banalités, enfin, entre guillemets. Bon. Un document dont je me rappelle très bien qu'elle m'a montré et qu'elle avait conservé, c'était un journal qui s'appelait Le Combat, publié en France après la guerre, et dans lequel Einstein avait pris la peine, ça l'avait gardé, d'annoter un article d'Albert Camus, qui, évidemment, après la tragédie d'Hiroshima, avait pondu un article condamnant cette barbarie, cet apogée là, de l'enfer mécanique. Et Einstein, qui comprenait peu le français, avait pris la peine d'annoter cet article-là en soulignant son appui aux propos de Camus. Alors, ce mariage singulier entre Camus et Einstein, je l'ai découvert avec ce document. Écoutez, il s'agissait d'un vulgaire journal, mais sur lequel je voyais bien l'écriture manuscrite d'Einstein qu'il avait décrit. Et c'est à partir de ce jour-là, dans son appartement, que là, vous avez su sa relation avec Einstein, et là, je suppose que vous avez posé des questions. Et elle vous a fait une fois que vous le saviez, elle vous a fait des confidences. Tout à fait. Et cette relation privilégiée, je l'admets, avec cette patiente. Notez bien que je n'ai évidemment pas, ça aurait été indécent, exigé de sa part des confidences, mais elle était seule et c'était son univers et elle aimait en parler, voyez-vous. Bon, avec un brin de nostalgie et, je crois, dans ses yeux, beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour ce grand homme, voyez-vous. Bon. Moi, en tout cas, je peux vous assurer que je lui ai rendu visite à plusieurs reprises. Et c'est là que, petit à petit, elle m'en a dit davantage, n'est-ce pas? Et que, suite à son décès, j'ai concocté cette idée d'un roman où je partais de ce noyau solide, factuel, documenté. De fin de vie d'Einstein et de sentiments de fin de vie. Tout à fait, pour écrire ce roman où j'ai extrapolé, évidemment, dans une géopolitique très contemporaine. Voilà. Et là, vous êtes passé de médecin à auteur, le temps d'un volume. Si vous voulez. Et il est en train d'être traduit présentement en langue anglaise et j'espère que nos voisins américains y trouveront leur partie. Voilà. Docteur Michel Tardif, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une histoire plus qu'intéressante, roman Le Rachat. Les gens peuvent trouver ça un peu partout. Dans toutes les bonnes librairies, dont Renaud Bré et Carcajou. Et peut-être qu'ils se feront avoir comme moi entre la mince ligne entre la réalité et la fiction. Mais merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie,